Le village de Nabasso, au Mali, un des 3 pays les plus pauvres du monde. Comme tous les pays de Sahel, le problème vital aujourd'hui comme jadis, c'est l'eau. Une des pompes solaires installées par le père Bernard Verspiren, un petit projet qui marche sans défaillance depuis 3 ans et qui a redonné vie à toute une région. Qu'est-ce que ça a représenté pour la population malienne? Pour la population malienne, ça représentait un miracle, puisque le soleil qui séchait toutes les mares est en train de les remplir. Et pour nous, les foreurs, une grande espérance, parce que notre gros problème, c'est pas de trouver de l'eau, c'est de la sortir. Toujours au Mali, près de la frontière guinéenne, un gros projet, le barrage de Sélingué sur la rivière Sankarani, un affluent du Niger. Pour résoudre sur le terrain les problèmes du sous-développement, et de l'eau en particulier, 2 types de projets complémentaires, les gros et les petits. Ces hommes se battent ici, à Sélingué, pour résoudre des problèmes inconnus chez nous, les nantis, la sécheresse, la faim, la soif. On n'a plus beaucoup parlé du Sahel depuis la grande sécheresse de 1973. Pourtant, ici, pour éviter que de tels drames se reproduisent, on essaie de forcer la nature. Grande rivière égale grand barrage, et celui de Sélingué est le plus grand et le plus récent de tous ces travaux. Le financement, 650 millions de francs français, les études, les travaux, la surveillance, le contrôle sont le fait de dizaines d'organisations et de firmes internationales des pays d'Europe, du Golfe arabe, d'Afrique et d'Amérique. Sur le continent africain, c'est un des meilleurs exemples en matière de coopération internationale. Déjà partiellement mis en eau, le barrage donnera de nouvelles possibilités de culture. Et surtout, il fournira toute l'électricité de Bamako, la capitale toute proche. Le Mali, 2 fois la surface de la France, 5,5 millions d'habitants, pour l'essentiel regroupés près des fleuves Sénégal et Niger. Bamako est dans le sud-ouest du pays. Quant à Sélingué, il est à 80 km à vol d'oiseau. Ce pays est l'héritier d'une lumineuse civilisation, celle des grands empires qui dominèrent l'ouest de l'Afrique du XIIe au XVe siècle. Leurs héros, les empereurs Soundiata ou Kankan Moussa, sont encore vivants dans la mémoire populaire. Les premiers Européens, le français René Caillé qui atteint Tombouctou en 1828. L'allemand Heinrich Barth un peu plus tard. Et toujours un sentiment national, voire nationaliste très puissant. Ici, tout fonctionne encore comme jadis. Mopti, la Venise africaine, vit toujours au rythme séculaire du commerce nord-sud transsaharien. Les Maures et les Touaregs viennent y négocier leurs barres de sel, les pêcheurs Bozo leurs poissons séchés qui sont acheminés aux 4 coins de l'Afrique de l'Ouest. Djenné, la grande place et la grande mosquée. C'est le plus parfait exemple de l'architecture sahélienne. Ici, aujourd'hui, comme partout au Mali, on construit en banco, c'est-à-dire en terre, exactement comme au XIIIe siècle. Le Mali,
Une vieille civilisation, une culture populaire profondément enracinée, un peuple valeureux. Mais voilà, aujourd'hui cela ne suffit pas pour élever un revenu estimé à 400 francs français par habitant et par an. Alors que faire ? Quand on a été jadis le grenier de l'Afrique de l'Ouest et qu'on doit importer des céréales pour survivre, que la seule richesse potentielle est l'agriculture, car on n'a pas d'uranium, de fer, de cuivre ou de pétrole, bref, aucune ressource minérale connue à ce jour. Que faire ? Coopérer avec les riches. Mais avec qui ? Et pour qui ? Pour le couvrir actuellement, H, on recule de quelques jours à cause d'un problème de bétonnage d'une phase 5. Écoutez, Astom, est-ce que vous rattrapez sur vos 15 jours? Vous avez 3 semaines de retard. Voilà, Sélingué, un chantier qui marche. Les ingénieurs conseils européens surveillent, contrôlent, aiguillonnent les entreprises européennes et canadiennes qui construisent le barrage. Le client, c'est le gouvernement malien, et le client a toujours raison. Il ne se plaint pas d'ailleurs car les coûts et les délais sont respectés. Sélingué doit tourner le jour J. Mais à quel prix ? Comment ? Et pour qui ? Non, mais effectivement. Non, mais donc vous pouvez commencer à partir du 15 avril. Bon, vous prenez note, monsieur Gillet. Sélingué doit tourner. Bamako, la capitale, est à bout de souffle, comme le Mali, comme d'autres pays en développement pour qui la facture pétrolière est synonyme de mort à court terme. L'égoïsme forcené des pays producteurs de pétrole a conduit rapidement plusieurs pays d'Afrique à une banqueroute de fait. On achète du carburant au coup par coup, les groupes électrogènes distribuent du courant, au petit bonheur, par un réseau en bien piteux état. Sélingué est devenu un leitmotiv, une obsession pour les Toubabs, c'est-à-dire les Blancs, privés de leur cher climatiseur, et pour toute la population malienne que cette situation difficile n'empêche pas de garder son humour. Ici, souris, voilà, bien. Alors bouge plus, et puis ça y est. Bon, maintenant, tu n'as qu'à attendre seulement d'ici 2 minutes qu'il y a le résultat. Merci bien. Okay. Alors Fanny, c'est pas trop dur d'être photographe sans électricité à Bamako? Très dur, très très dur. Parce qu'à Bamako, le courant, on l'a pas tous les jours. On l'a peut-être une fois tous les 10 jours, souvent, hein. Parce que, bon, à Bamako, en tout, il n'y a que 3 groupes. Quand il y a un groupe en panne, alors souvent, toute la ville est privée pour 48 heures ou 72 heures. Et alors, pour faire les photos, pour les travaux de laboratoire, comment vous faites? Là, on se débrouille, mon frère. On se débrouille. Qu'est-ce que ça veut dire, se débrouiller? Se débrouiller, ça veut dire beaucoup de choses ici au Mali. Parce que tous les Maliens ont appris à se débrouiller. Alors, par exemple? Par exemple, on se débrouille à oublier souvent les petites factures de l'énergie. Et souvent, bon, on se fait oublier aussi pour les non-paiements, je veux dire, des factures téléphoniques. Tout, comme ça, on arrive à grimper, quoi. En se débrouillant, souvent en étendant les liens de cousinage, souvent qui peuvent beaucoup aider. Et tous les gens, à tous les niveaux de l'État, c'est pareil? Mais partout. Et à tous les niveaux, c'est pareil. D'ailleurs, plus on monte, plus c'est pire. C'est vrai. Au chantier de Sélingué, chacun vit sa vie à sa façon, mois après mois, dans son coin. Mais tous les jours et pour tous, un travail assidu par des températures de 45 à 50 degrés qui vous laissent vider en fin de journée et ne vous donnent guère envie de bouger. Et vous connaissez un peu le pays? Vous avez des contacts avec les gens? Non, très peu. Donc vous pourriez être... On pourrait être n'importe où, en fin de compte. Oui. On a très peu de loisirs. Le travail nous prend pratiquement à temps complet. Et en dehors de ça, bon, on sort très peu de la cité. Mais votre rôle, par exemple, est-ce qu'il y a un Malien qui vous a suivi, qui a appris de votre exemple? Non, absolument pas. Donc quand vous partez, il n'y a personne du pays pour vous remplacer? Au point de vue direction technique, non. On a formé des ouvriers, des chefs d'équipe au maximum, ça s'est limité là. Et pourquoi? Je sais pas, l'occasion ne s'est pas présentée. Enfin, on n'a pas trouvé sûrement le personnel suffisamment qualifié pour prendre ce rôle. Par contre, ça s'est fait au niveau de l'ingénieur conseil. Au niveau de l'ingénieur conseil, ils se sont mis en parallèle avec
avec des Maliens qu'ils ont formés et qui éventuellement peuvent prendre la suite. Et ils sont en partie remblés. La grue va donc passer dessus. Ce que j'ai oublié de vous signaler, c'est que... Est-ce qu'il y a eu vraiment un transfert d'expertise entre les ingénieurs français et vous, disons? Je pense que oui, parce que comme... moi, je suis ingénieur de l'administration malienne, mais nous nous sommes organisés de telle manière que les ingénieurs de l'administration malienne soient intégrés d'une manière très très précise au sein de l'équipe de l'ingénieur conseil, ce qui nous permet de participer directement aux différents travaux s'exécutant sur le chantier, nous permettant ainsi de compléter notre formation. Le chantier emploie de la main-d'œuvre venant soit de Bamako, soit de la région même du barrage. Les petits villages tout proches, dont celui-ci, Konjigila, vivent presque entièrement du barrage. Vous travaillez à la centrale à béton. Est-ce que cela a amélioré très sensiblement vos conditions de vie? Oui, ce boulot-là a essentiellement amélioré ma condition de vie, puisque j'arrive à faire les dépenses de ma famille. Ça représente combien de personnes? Ça représente à peu près 15 personnes imposables. Et la totalité, donc imposable et non imposable, y compris les enfants, etc. Là, il faut aller dans la vingtaine. Une vingtaine de personnes? Oui. Combien gagnez-vous par mois? Par mois, je gagne à peu près souvent 60 000 francs, souvent 40. 40 à 60 000 francs par mois au Mali, c'est un salaire très élevé. Dans cette région, le revenu moyen d'un paysan est estimé à 200 ou 300 francs par an. Un chiffre bien arbitraire, évidemment, dans une économie de subsistance où le seul vrai problème est d'avoir chaque jour sa calebasse de mil. Vous êtes payé autant que les ingénieurs français ou allemands? Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce que moi je suis malien, je suis fonctionnaire malien et payé donc suivant les barèmes maliens. Et quelle est la proportion entre, disons, votre salaire et celui de votre homologue français ou allemand? C'est pas très facile, mais il faut compter 1 pour 10. Ils sont à peu près au moins 10 fois mieux payés que nous. En outre, un Français expatrié au Mali gagne environ 60% de plus que ce qu'il gagnerait dans un emploi équivalent en France. Cette disparité s'explique par la différence des niveaux de vie, mais elle est générale dans tous les pays en développement et provoque souvent des frictions. Ces hauts salaires sont partiellement responsables des coûts élevés des grands travaux, financés bien sûr par les pays riches. L'aide est quelquefois libre de toute contrainte, mais la plupart du temps, elle est liée. Ainsi, les pays financiers imposent leurs entreprises, leurs hommes, leurs méthodes, même par l'intermédiaire d'organismes internationaux. Voici ce qu'en pense l'homme qui est à l'origine de Selingué. Dans le projet que nous avons ici, il y a l'aide liée, il y a aussi de l'aide qui n'est pas liée. En ce qui concerne l'aide liée, effectivement, ça permet aux industries, disons aux travailleurs des pays européens, de trouver dans ces projets-là les ressources nécessaires pour pouvoir vivre et pour... Et vous êtes pour cette forme d'aide? Je suis plutôt partisan de l'aide non liée, mais à travers l'aide non liée aussi, nous utilisons la technologie européenne. Un exemple, le Canada prête 9 millions de dollars pour l'équipement de la ligne électrique Selingué-Bamako, à condition que ce soit une firme canadienne qui la construise et qui l'installe jusqu'au dernier boulon. Valeur ajoutée pour le Mali, 0, à part quelques emplois. Le financement du barrage est assuré pour une large part par les Arabes du Golfe. Ce sont les nouveaux venus dans le cycle du développement. Nous avons un organisme local, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, nous avons le Fonds saoudien, le Qatar, le pays du Golfe. Le but de cet fonds, d'aider le pays en voie de développement. C'est une notion nouvelle pour vous, qui date de l'arrivée des pétrodollars sur le marché? Non, toujours, mais ça augmente maintenant beaucoup qu'avance.
Nous avons de très bonnes relations, d'excellentes relations, je dirais, avec l'ensemble du monde arabe, des pays arabes, et c'est pourquoi ils interviennent beaucoup dans le financement de nos projets. Ces rapports avec les Arabes sont liés à l'histoire culturelle. À la religion ? À la religion, parce que le Mali est un pays à très forte majorité de musulmans. Donc cela crée des liens privilégiés avec les pays arabes. Mais le financement arabe, est-ce qu'il profite plutôt au Mali ou plutôt aux entreprises européennes qu'il fait travailler en quelque sorte? Je crois qu'il profite aux deux, en tout cas en ce qui nous concerne, dans la mesure où ce barrage-là profite à l'économie du Mali, profite donc aux Maliens, donc le financement profite automatiquement au Mali. Les entreprises européennes qui ont l'occasion aussi de travailler sur ce chantier tirent certainement un profit de ce projet, donc du financement provenant des pays arabes. Et le fait que les contrats de fabrication de ce genre d'ouvrage retournent vers les pays occidentaux, cela ne pose aucun problème pour vous? Non, non, aucun problème. Donc vous êtes tout à fait favorable au principe de la coopération dite triangulaire? 65% du génie civil du barrage sont financés par un prêt venant des pays arabes producteurs de pétrole. Mais avant d'arriver au niveau du paysan malien, les pétrodollars transitent par les entreprises des pays riches. Notre société, qui est basée à Grenoble, comme vous le savez, travaille à 80% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Et si vous voulez, pour avoir une image, nous sommes 450 personnes, dont 200 ingénieurs. Et il nous faut, pour tourner correctement, sans faire des bénéfices exagérés, pouvoir réinvestir sur le plan intellectuel, il nous faut à peu près une cinquantaine de projets en permanence de la sorte pour pouvoir tourner. Voilà. Bien sûr, nous sommes ici, c'est parce que l'activité économique s'est réduite en France et que nous avons cherché d'autres champs d'activité. Enfin, notre société, quand même, depuis toujours en Afrique. Hein. C'est simplement une expansion de cette activité que l'on constate ici maintenant. Et cette activité devient donc de plus en plus essentielle pour maintenir un... Elle est même indispensable maintenant pour notre société et pour beaucoup de sociétés françaises. Le barrage est avant tout une affaire franco-allemande pour les entreprises et pour les ingénieurs conseils. La coopération, c'est aussi une affaire entre Européens et ce n'est pas toujours facile. Question de conception de travail, de méthode, de langue, problème résolu avec le temps. Mais c'est ainsi que se créent ces communautés de chantier, éphémères, mais faites pour beaucoup de baroudeurs qui roulent leur bosse d'un pays à l'autre, au gré des financements internationaux, se retrouvent ou se quittent au hasard d'un barrage, d'une route, d'un pont. Estimez-vous que la vie sociale ici, sur ce chantier, correspond à des critères qui vous satisfassent? Écoutez, il y a deux choses. Il y a d'abord les critères très intellectuels en disant il faut s'intégrer. Bon, oui. Mais nous ici, on est ici pour tenir des délais, pour faire un aménagement qui soit techniquement valable. Et c'est ce que nous demande le client. Il nous demande pas. Pas de fioriture. Pas de fioriture. Non, pas de fioriture. Je sais, moi personnellement, on a été très, très critiqués pour avoir fait cette cité européenne qui est un petit peu un ghetto dans un univers malien. Et il ne faut quand même pas oublier que les gens qui viennent ici sont des gens qui viennent pour travailler, qui travaillent dur, qui travaillent 10 heures par jour. Bon, mais ils aiment se retrouver entre eux le soir, ils aiment se retrouver dans des maisons climatisées, etc. Bon. Dire que ça nous satisfasse complètement, vous savez, c'est un chantier, les gens ne sont pas des enfants de cœur, alors il y a des frictions, il ne faut pas oublier qu'il y a 26 nationalités sur ce chantier. Alors vous savez, c'est pas tellement commode de faire vivre tous ces gens à 150 km de Bamako, et moi je trouve que finalement ça s'est pas si mal passé que ça. Village. Village. Un village. Un village. Bon, comment s'appelle ton village? Mon village s'appelle Kita. Comment s'appelle ton village? Mon village, Ngadou.
L'anglais s'appelle Kangaba. Kangaba est l'un de ces langues. Le coût du barrage est aussi humain. Des villages inondés, 12 000 personnes à déplacer. Voilà. Bon, numéro 18, ça c'est Sanagoué Noumouri Doumbia. En 2 ans, il va falloir recaser les villageois chassés par le lac de retenue. Le déplacement des populations financé par le PNUD, c'est-à-dire les Nations Unies, avec mission, études et experts à la clé, a donné lieu à des controverses très vives qui sont exemplaires des difficultés rencontrées sur presque tous les grands sites d'aménagement dans le tiers-monde, par les divergences de conception, d'approches politiques ou même de personnalités. Les paysans sont-ils soumis à la volonté d'une administration abusive ou négligente? Dans quelle mesure sont-ils consultés, concernés? Et pour parler profit, que vont-ils récolter de ce barrage? Voilà. Ils sont contents du déplacement parce qu'ils savent bien que la culture, la multiculture va leur améliorer la condition de vivre. Mais ce qui leur gêne un peu, c'est le manque d'aide. Quel genre d'aide ils souhaiteraient? Ils souhaiteraient avoir des aides pour la construction, des main-d'œuvre. Mais ils en reçoivent déjà de l'aide. Oui, mais cette aide-là n'est pas largement suffisante. C'est-à-dire que vous devez construire vos maisons vous-même? Oui, faire les briques et construire nous-mêmes. Et ça, les gens n'apprécient pas? Non, ils n'aiment pas ça, puisque le temps s'écoule. D'ici le mois de juin, vous savez que ça ne fait pas grand-chose. Ils pensent qu'ils n'auront pas le temps de finir leur maison? Justement, c'est ça. Une partie de la population aura eu le temps de reconstruire les cases, l'autre, prise par des travaux de culture ou faute de moyens ou d'aide, ira loger temporairement dans d'autres petits villages qu'on appelle hameaux de culture. Certains experts du PNUD prédisent la dislocation de plusieurs villages et affirment que ce déplacement est un échec, faute de temps, faute de moyens. Les autorités maliennes affirment le contraire. Un Malien connaît mieux son propre pays et ses paysans qu'un expert international. C'est l'opinion du directeur de l'aménagement de Sélingué, Amadou Ballo, ingénieur de travaux publics. Vous savez, la mentalité paysanne, il est difficile de la comprendre. Tout le monde aime le luxe. Il ne faut pas se leurrer. Bien sûr qu'ils aimeraient quand même se trouver dans quelque chose de tout fait. Mais plus tard, ils le regretteront. Parce que vous avez quand même le village de Djoliba, où le gouvernement, je me rappelle, c'était lorsque j'étais à l'école, en première année de l'école d'Étropole, nous avons été visiter ces cases-là, tout. Allez voir le travail que les Américains ont fait dans ce village-là. Et allez voir les paysans à côté à construire sa case. Parce que ces cases-là, toutes faites avec les matériaux, le ciment, le banco stabilisé, tout ça que les Américains ont construit, les paysans n'y ont pas logé. Ils n'y habitent pas. Il faut sentir ça. Non, on te connaît le joueur. Mais au cours des enquêtes socio-économiques, un vieux d'un village a été questionné. Et puis, il a répondu sur un ton qui n'admettait pas le doute. Enfin, on a passé toute notre vie à nous mettre à l'ombre. Et maintenant, vous venez nous remettre au soleil. Au niveau du discours, je crois que tout le monde est pour le bien-être des populations. Et au niveau des actes, comme dans tout acte de participation, à la base,
quel que soit le gouvernement, que ce soit dans les pays occidentaux ou ici, malheureusement, ces pays-ci ont hérité beaucoup de nos traditions et pas des meilleures. Et je crois que ce frein vient plus d'une technocratie. Mais pourquoi parler d'échec? D'échec sur le plan strict de logistique du déplacement des populations avant la saison des pluies, qui est l'échéance de l'inondation des villages. Les rapports, nous ne les recevons jamais à temps. Les rapports sont bâclés. On cherche à gagner, à faire des hommes moins, à faire des hommes moins, à gagner de l'argent sans pour autant nous présenter des rapports assez élaborés. Alors ça fait toujours la querelle. C'est sûr que pratiquement, il m'est difficile de m'entendre avec ces messieurs-là. Mais le reproche que vous faites aux experts du PNUD, c'est quoi? C'est de rêver... Le reproche que je fais aux experts du PNUD, vous savez, parce que sur les experts du PNUD, je peux vous dire que c'est le PNUD aime bien payer les gens pour ne rien faire. Parce que pratiquement, il y a certains experts du PNUD qui travaillent, il faut le reconnaître. Il y en a d'autres qui travaillent. Il y en a d'autres pour lesquels il est difficile de sortir un papier. On a un peu l'impression finalement d'un affrontement entre des techniciens et des gens que ces techniciens traitent de doux rêveurs surpayés et qui ne se rendent pas compte finalement de la logique induite des choses. C'est évident. C'est évident. Est-ce que ce genre de conflit peut être évité, est évité ailleurs? Est-ce que vous êtes, vous, un doux rêveur surpayé? C'est possible. C'est possible. En fait, j'ai rêvé au début, oui, probablement. C'est pour ça que vous êtes construit cette maison? En partie, oui. Ça correspond à quoi, cette maison, ça correspondait un peu... Enfin, c'est dans la nature de ma démarche d'essayer de me mettre dans la peau de ceux avec qui je vais travailler. Je venais travailler avec des gens qui allaient être déplacés. Ayant beaucoup voyagé dans ma vie et n'ayant pas de point fixe, je me suis dit, je vais être moi-même et je vais jouer aux déplacés. Je vais être un déplacé. Tout le monde a dit... Autre conséquence du barrage pour les paysans de la région, cette immense nappe d'eau risque de développer les maladies tropicales endémiques, la bilharziose et l'onchocercose. Cela s'est produit au barrage d'Assois. Alors les autorités ont demandé aux Nations Unies de financer une enquête santé systématique. C'est une expérience nouvelle menée par une équipe locale, l'école de médecine de Bamako, dont les étudiants font ainsi l'expérience de la brousse. Pour beaucoup, c'est une découverte. Cette équipe est animée par quelques médecins coopérants qui exercent leur profession avec dévouement. Ainsi, entre autres, le docteur Hubert Balik, médecin de brousse. Si on veut avoir une analyse véritable des problèmes de santé, il faut les voir dans leur ensemble. On ne peut pas se limiter uniquement à la bilharziose parce que, par exemple, on peut, au cours de cette enquête, constater une certaine prévalence de la malnutrition. Si le barrage, de par ses conséquences économiques, arrive à améliorer l'état nutritionnel de la population, on pourra d'une part mettre en évidence des facteurs négatifs, mais également des facteurs positifs, qui permettront de tirer plus objectivement des conclusions vis-à-vis du barrage. Bon, je suis responsable des stages ruraux des médecins, c'est-à-dire que les médecins me sont envoyés par l'école de médecine pour travailler dans les villages. Et ce que l'on constate surtout, c'est un manque de confiance dans l'avenir. Bon, ils ont des soldes très petites. Un médecin malien gagne 70 000 francs maliens, c'est-à-dire 700 francs français par mois. Donc déjà, il a énormément de problèmes personnels. On lui dit partout que son pays n'a pas de ressources. Son rêve, c'est d'entendre un jour à la radio qu'on a trouvé du pétrole ou de l'uranium, ce qui se fera peut-être, mais qui pour l'instant n'est absolument pas sûr. Donc je crois que ce manque d'espoir dans l'avenir les bloque psychologiquement parlant. Il ne leur donne pas le courage dont ils ont besoin. Et là, enfin, pour les coopérants français, je crois que là, nous avons un rôle très important à jouer.
La grande querelle du développement oppose les tenants des grands projets aux champions des petits projets. Vraie ou fausse querelle? D'un côté, Sélingué et son énorme dispositif. Ailleurs dans le pays, des petits projets de développement qui ont d'autres mérites. À 400 km de Sélingué, dans la région de Kony, un petit barrage est en construction à l'initiative des villageois de la région et sous la houlette du frère Arthur. Ça c'est pour le cinéma. Alors c'est très simple le système que j'emploie. Les moyens sont réduits au strict minimum. Je fais une digue en terre. Du caillou que je trouve sur place, de la latérite, de l'argile, un peu de concassé. Ça constitue la digue. Je fais un puits de contrôle en béton armé que je ferme avec des bâtards d'eau. Mais dites-moi, il faut être ingénieur pour faire tout ça, non? Bon, normalement, il faudrait être ingénieur. S'il s'agissait des grands projets, évidemment, là, il y a une équipe d'ingénieurs, il y a des contracteurs, toutes les choses sont officielles. Ce que je fais, ce sont des toutes petites choses. Donc, j'ai déjà vu un plan. J'ai déjà construit des petites bricoles. Je fais un plan général que je soumets à des ingénieurs ou des techniciens que je connais bien. Ils mettent leur tampon. Et puis voilà, sans tambour ni trompette, je me mets au travail. Si bien qu'à la fin, je peux dire, eh bien, pour 2000 francs, je peux faire l'irrigation d'un hectare. Et moyens techniques? Oui, il y a très peu. Ah oui, moyens techniques, j'ai un vieux tracteur, là, avec une remorque, et j'ai un vieux camion de 5 tonnes qui a peut-être 180 000 km de fait, et c'est avec ça que je me débrouille et que j'arrive à la fin du barrage. Vous voyez, un travail comme celui-ci, bon, ce barrage à 100 mètres, disons, de longueur, et à la base 35 mètres, disons, un puits de contrôle comme celui-ci, on peut dire que ce sont des travaux relativement modestes. Dans ces conditions-là, moi, je ne vois pas la nécessité d'avoir une équipe d'ingénieurs conseils pour arriver à ce résultat-là. Ça ne risque rien si on tient compte qu'en arrière, bien, c'est le fleuve. Dans d'autres circonstances, je ne m'avancerai pas. Mais dans le cas qui nous occupe ici, je ne vois pas la nécessité de grosses batteries de cuisine, si vous voulez, de travail. Ça répond à un besoin, sinon on ne verrait pas les gens ici. Et c'est ainsi qu'on aménage une zone de 15 000 hectares avec 300 000 francs français, soit exactement 1000 fois moins cher qu'un travail équivalent effectué par des entreprises européennes. C'est le privilège des organisations non gouvernementales comme les Volontaires du Progrès, Frères des Hommes, des organismes confessionnels comme Caritas, des Pères Blancs, etc., d'envisager une action non pas en termes de profit mais d'utilité. Bernard Verspiren, Père Blanc. Il vit là depuis 30 ans au bord du fleuve Bani, un affluent du Niger. Père Verspiren, qu'est-ce qui se passe ici, sur ce terrain? Alors, ce qui se passe sur ce terrain, c'est que, vivant depuis un moment au bord du fleuve avec les populations, on s'est aperçu que la possibilité de pêche diminue énormément et que bientôt, ils auront des problèmes de ravitaillement. Il fallait donc les orienter vers l'agriculture, maraîchage, verger, reboisement, etc. Alors, on s'est dit comment faire. Peut-être commençons par une petite surface, un petit verger, et pour ce, prenons une 8aine d'hectares. Ensuite, il y avait le problème de défendre ce verger contre les animaux, les vaches, les chèvres, les moutons. Donc, il fallait faire une clôture. Alors, il y avait deux solutions. Ou bien acheter du grillage, des IPN, des fils de fer galvanisés, etc., et faire venir tout d'Europe. Et tout l'argent qu'on aurait mis dans cet investissement serait retourné en Europe. Ou bien proposer aux gens de faire eux-mêmes la clôture avec les matériaux locaux et leur demander, à partir d'une société de village qui s'appelle un ton, où les jeunes travaillent facilement ensemble, de prendre l'affaire tout à fait en main eux-mêmes et sous leur responsabilité et de s'investir eux-mêmes avec les matériaux du pays. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi?
Alors ils ont choisi l'investissement local à partir des briques faites avec du banco. Alors ce mur a un avantage d'abord, c'est qu'il est toujours réparable puisque c'est les matériaux du pays. Même au pire, s'il brûle par l'herbe de l'extérieur du verger, ça cuit les briques et ça ne fait que le durcir. Et puis surtout, ça laisse les gens dans leur milieu, dans leurs matériaux. C'est une opération tout à fait intégrée, motivée. Si vous voulez, c'est un petit projet qui... tout simple et peu coûteux. Tout simple et peu coûteux. Alors là, c'est typique. Au milieu de... Vous avez des grands projets qui en arrivent même parfois à chasser les populations pour se réaliser. Ici, c'est le contraire. C'est la population se regroupe autour du projet. Elle se réveille et elle se met en route avec un minimum d'argent et un maximum de profit. Le solaire, encore une forme de dépendance vis-à-vis des pays riches. Oui, certes, car il n'existe encore aucune usine de photopile en Afrique. Mais les résultats sont prometteurs. Ils permettent dès aujourd'hui de faire fonctionner d'une façon autonome et pratiquement sans maintenance l'hôpital de la ville de Sens. Les quelques stations que nous avons, puisque nous en avons 6, ont créé beaucoup d'envie et de motivation. Actuellement, les gens sont en train de collecter dans les villages pour les acheter. Ils participent, ils vendent les vieilles vaches, les vélos, quelques radios pour grouper de l'argent pour acheter ou participer à l'achat de nouvelles stations. Donc, si vous voulez, on a beaucoup d'espoir pour le solaire, photopile dans ces pays-ci. Malgré le prix de revient encore élevé. C'est-à-dire que l'eau n'a pas de prix. L'eau n'a pas de prix, on ne peut pas vivre sans eau. En Europe, vous ne supportez déjà pas une panne d'eau d'une journée. Alors ici, quand la panne dure 6 mois, on est prêt à tout vendre pour avoir de l'eau. Dans l'est du Mali, les Dogons ont depuis 700 ans appris à lutter pour avoir de l'eau. Dans ce paysage torturé où le roc dénudé ne laisse a priori aucun espoir aux paysans, les Dogons, tout particulièrement depuis les années 50 et sous l'impulsion du savant français Marcel Griaule, ont développé toute une série de petits barrages qui retiennent la pluie et la gardent pendant presque toute la saison sèche. Le rocher a été recouvert de terre et la terre encerclée de petites murettes pour retenir l'eau. Résultat, l'un des rendements les plus élevés de l'Afrique de l'Ouest, 40 tonnes d'oignons à l'hectare. Le barrage de Sélingué est très loin d'ici. Ces paysans qui n'en profiteront jamais directement paient des impôts qui servent à rembourser les emprunts contractés auprès des bailleurs de fonds. Telle est l'interprétation radicale de Sanoumbaye, de la Banque africaine de développement, pourtant un des bailleurs de fonds. Qui c'est qui va payer? Qui c'est qui va rembourser? Parce que ce barrage est financé, il faut bien le payer. Il faut le payer au prix fort. Dans un pays comme le Mali, où la population ira à 90%, où les recettes d'exportation viennent à 70% de l'agriculture. Donc, qui c'est qui va payer cet ouvrage? Sinon, le paysan malien. La seconde interprétation est celle de Lamine Keïta, qui est à l'origine du projet de Sélingué. Bien, nous allons créer une société pour la gestion du barrage de Sélingué. Cette société va donc vendre de l'électricité, elle va aussi promouvoir le développement. Et c'est cette société qui, pour le compte de l'État, va être chargée de rembourser les prêts que nous ont consentis les bailleurs de fonds. Ce remboursement sera basé essentiellement sur l'électricité, parce que c'est l'électricité qui est la partie la plus rentable, disons, de cet investissement. Donc ce sont surtout les consommateurs d'électricité qui vont rembourser les investissements du barrage.
qui est ne peut absolument pas continuer. En ce moment, il y a 800 millions, d'après les chiffres de la Banque mondiale, il y a 800 millions de morts vivants. De morts vivants, des gens mais franchement, qui en sont à la pauvreté absolue, quoi. Bon, ces 800 millions d'individus, à l'an 2000, ils seront combien? Il faudrait le compter à plus d'1 milliard. Et ce sont ces gens qui sont les plus démunis de la terre, qui doivent encore supporter et payer des projets de développement qui sont censés leur profiter, alors que ça profite qu'à des sociétés occidentales. Je crois que nous sommes dépendants les uns des autres. Il y a une interdépendance. Nous dépendons des pays développés dans le domaine de la technologie, dans le domaine des ressources financières. Et je crois que les pays développés aussi dépendent de nous dans la mesure où, comme vous savez, nous avons les matières premières d'une part, et dans la mesure aussi où nous offrons à l'industrie européenne l'occasion aussi de résoudre leurs problèmes, de se développer. Quelles que soient les options politiques, quelles que soient les erreurs ou les errements de la coopération avec le tiers-monde, il est vital de continuer cette coopération. Il est vital pour le Nord et le Sud, les gros et les petits, les riches et les pauvres, condamnés à vivre ensemble, de trouver un mode d'emploi pour enrayer ce cercle vicieux du sous-développement. C'est le sort de tous qui est en jeu, et en fait, c'est l'enjeu de la fin du siècle.